Bonsoir à tous, je suis ravie d'être ici et j'apprécie d'autant plus la lourde responsabilité qu'est la nôtre d'ouvrir le bal des interventions pour l'école cette année. Donc merci pour l'accueil et merci pour la confiance. Vraiment, on est ravis d'être là. Donc effectivement, Julien vous a un petit peu parlé de documents d'artistes. Je vais rapidement vous en dresser les contours. On aura probablement l'occasion d'en reparler et vous en avez déjà aussi peut-être entendu parler, puisque la cofondatrice de Documents d'artistes, les deux cofondatrices sont dans la salle. Voilà, donc il y en a une que vous connaissez très bien, puisque c'est votre chère prof d'esthétique, Leïla Kiak. Tonnerre d'applaudissements, voilà. Voilà. Et donc, l'autre se fait plus discrète. Elle est dans le fond de la salle à droite. Elle est là. Et c'est Valérie Avella. Voilà. Et quant à notre président, en bon élève du premier rang, voilà, il est là aussi. Donc, on est venu en force et on est venu vous présenter deux intervenants que l'on a conviés à l'occasion du comité de sélection des artistes 2022, puisque Documents d'artistes, c'est une plateforme, c'est presque un super site web, c'est une manière d'accompagner les artistes qui postulent et qui sont retenus à travers un outil éditorial, c'est-à-dire qu'on crée pour eux des sites web qui sont singuliers, on les met en lien avec des professionnels qu'on fait venir parfois de loin, parfois de l'Hexagone, parfois qui viennent de plus près, on les met en réseau avec eux et puis on soutient aussi l'écriture de textes critiques sur la démarche de des artistes qui sont représentés. Donc c'est un triple niveau d'engagement et de soutien auprès des artistes. Et c'est effectivement toujours un moyen d'aller plus loin, de soutenir leur démarche, de faire rayonner leur travail et de les rendre visibles. Donc cette fois-ci, on a souhaité inviter deux professionnels que sont Elora Veil-Ungerer et Jérôme Cotina-Alfez. Elora, tu es critique d'art, même si tu n'aimes pas trop ce terme, peut-être que tu nous expliqueras pourquoi. Tu es commissaire d'exposition et tu es avant tout auteur, historienne d'art. Et quant à toi, Jérôme, tu es commissaire d'exposition, tu as dirigé différents lieux comme le Fort du Bruissin à Lyon ou le Transpalette à Bourges et tu es également président de CEA, qui est l'association des commissaires d'exposition de France et vice-président du CIPAC, qui est l'association qui représente la profession des arts visuels en France également. Voilà, donc ils sont là ce soir pour vous parler du métier de commissaire d'exposition. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc je vais leur laisser la parole. Ils vont vous parler de leur parcours parce que c'est important aussi de se situer dans une démarche, de comprendre d'où on vient, fait et... C'est bon? Voilà, s'il vous plaît, les personnes qui sont sur Zoom, si vous voulez bien fermer votre micro. Merci d'être là. Et donc voilà, donc, ils vont vous parler de leur démarche et ils vont vous parler des associations qu'ils ont fondées, cofondées, des différentes actions qu'ils portent, ils et elles portent. Et puis ensuite, ils pourront échanger avec vous. Je leur laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Bérénice pour ces quelques informations. Le réseau Documents d'artistes, c'est devenu un outil non négligeable pour la professionnalisation des artistes et leur accompagnement. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir ce qui se fait sur le site internet qui est en perpétuelle évolution. Voilà, à vous rapprocher aussi d'artistes peut-être qui font déjà partie du réseau, à aller voir un peu ce qui se passe. Donc, Jérôme et moi-même sont très, très, très contents d'avoir été invités pour le comité de sélection de cette année. Ça nous a permis également de rencontrer plusieurs acteurs et actrices culturelles du territoire de la Réunion. Donc, ça a été extrêmement précieux. Aujourd'hui, donc, on aimerait bien vous parler de la relation entre critique et commissaire d'exposition. Comment ça se passe du côté commissaire comme du côté artiste et quelles sont les différentes typologies
de relations qu'on peut nouer, de collaboration professionnelle, plus ou moins spontanée, plus ou moins sur la durée ou, voilà, ou sporadique, qu'on peut nouer avec un commissaire d'exposition. Donc, on va commencer par vous parler un petit peu de nous. L'idée, c'est que vous interveniez également, c'est-à-dire que toutes les questions que vous avez, même les plus basiques, n'hésitez vraiment pas à les poser pour que ce soit une discussion. C'est-à-dire que nous, on est là aussi pour réfléchir ensemble. On ne va pas vous délivrer un savoir sur comment ça fonctionne entre commissaire et critique, parce qu'il y a des milliers de façons de travailler ensemble, de la même manière qu'il y a des milliers de façons d'être artiste. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous invite vraiment à discuter avec nous et voilà, interagir. Est-ce que tu veux... Oui, l'idée, c'est de juste vous présenter 2 histoires singulières, de manière assez synthétique, assez rapide, de façon à ce qu'on puisse vraiment discuter au plus vite ensemble. On va mener aussi des discussions tous les deux, mais l'idée aussi, ça va être au plus vite de mener des discussions tous les 3. Et donc voilà. Et bonjour à toutes. Et on va commencer. Ouais, on va commencer. Alors, je vais commencer par vous présenter rapidement mon parcours. Donc moi, j'ai commencé par une classe préparatoire littéraire, des études qui sont assez interdisciplinaires, où on va étudier l'histoire, la géographie, on va faire de très longues dissertations de 6 heures, on va apprendre plein de références, on va passer des concours très sérieux. Et là, j'avais la spécialité histoire de l'art. Et après mes 3 ans en classe préparatoire littéraire, j'ai fait l'école du Louvre. Donc, d'abord en art contemporain, puis j'ai fait le master de muséologie de l'école du Louvre, durant lequel j'ai travaillé sur une exposition du Centre Pompidou qui s'appelle Paris, c'est toi une exposition du Centre Pompidou qui s'appelle Paris-Moscou. Ensuite, j'ai refait un master à Paris 4, un master de muséologie des pays de l'Est, voilà, où j'ai travaillé sur des musées dans le fin fond de la Sibérie, le musée de la pantoufle, ce genre de choses. Mais ce qui est aussi très intéressant, il n'y a pas que les institutions les plus... voilà, celles qui sont les plus belles de l'extérieur et les plus esthétisées qui font des choses intéressantes. Il y a aussi parfois de très petits musées qui vont avoir des projets curatoriaux très poussés, avec un public peut-être plus local, un public peut-être moins bling-bling aussi. Mais il y a d'excellentes choses qui se passent. Donc, bon, peut-être qu'on abordera un peu cette thématique de la décentralisation dans le travail curatorial et dans la pratique artistique. Que dire d'autre? Donc, après ces masters, j'ai refait un autre master d'histoire de l'art parce qu'on n'a jamais assez de diplômes, même si au final, ça ne change rien. Et j'ai commencé à faire des stages dans des petites galeries. Puis j'ai fait un stage à la Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert, qui n'existe plus désormais, qui était un lieu qui défendait surtout des artistes qu'on dit bruts, outsiders, art naïf. Donc beaucoup d'artistes autodidactes. Et il y avait voilà, tout un tas d'expositions autour de ces thématiques-là. Suite à cela, j'ai cherché du travail et j'ai été responsable pendant 3 ans d'une galerie qui s'appelle la galerie ETC, qui est spécialisée dans le minimalisme, voilà, soit en second marché, soit en premier marché. Je sors des termes comme ça, mais je peux faire des petites parenthèses. Voilà, le premier marché, c'est une vente directe de l'artiste au collectionneur. Direct entre l'artiste et le collectionneur ou via une galerie. Le second marché, ça va être la revente d'un artiste qui est décédé le plus souvent, donc via une galerie ou via un organisme de vente type maison de vente aux enchères. J'ai en parallèle de ma responsabilité à la galerie ETC, j'ai commencé à pratiquer de manière indépendante l'écriture. Donc, comment ça se passe pour un critique commissaire? C'est pour l'instant, on ne délivre pas trop de diplômes
en disant, comme pour un médecin ou pour je ne sais pas quoi, on dit, il n'y a aucun moment dans ma vie où on m'a dit félicitations, tu es commissaire d'exposition, ça y est. Donc c'est aussi quelque chose dont on s'empare, c'est un outil qu'on développe de manière indépendante, autonome. De la même manière, on peut se poser la question de à quel moment on devient artiste. Est-ce qu'on est artiste dès le moment où on met la main à la pâte? Est-ce qu'on est artiste au moment où on obtient son diplôme d'école d'art? Est-ce qu'on est artiste au moment où on a sa première exposition institutionnelle ou à partir du moment où on est représenté en galerie? Je ne sais pas. En tout cas, on peut se poser la question. Et j'ai commencé à écrire. Donc, j'ai commencé à écrire d'abord sur des artistes qui m'intéressaient, à travailler cette écriture. J'ai fait mon premier commissariat d'exposition qui était dans un artiste run space. Donc, un lieu qui est géré, la définition de l'artiste run space, c'est un lieu qui est géré par les artistes, autogéré par les artistes. Et l'artiste dont j'ai fait le commissariat d'exposition, la curation, c'était une artiste, en fait, dans la toute première petite galerie, qui était vraiment une toute petite galerie dans laquelle j'ai fait mon stage. Il y avait un concours et c'était une artiste qui avait candidaté à ce concours et qui ne l'avait pas eu. Et moi, j'étais tombée sur son dossier et je m'étais dit, waouh, là, je ne sais pas. Il y a parfois, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose. Et donc, j'avais contacté cet artiste et on s'était rencontrés. Et de fil en aiguille, on a collaboré ensemble et on a fait une très belle exposition au Shakiraï en partenariat avec un média dans lequel je travaillais qui s'appelait Manifesto 21, qui est un média qui s'intéresse beaucoup aux questions de transidentité, de queerness, etc., qui est très intéressant, qui existe toujours, qui est accessible et gratuit en ligne. Et donc, pour elle comme pour moi, c'était un peu la première fois. Voilà. Tout ça pour dire que il y a des rencontres, il y a beaucoup de hasard, je crois, dans nos professions. Il y a beaucoup de choses qui se passent de manière très humaine, des relations qui se nouent d'abord de manière humaine et pas forcément dans une sorte de démarche de prospection, puis de collaboration, puis de... Enfin, voilà. Les relations se font de manière peut-être moins froide souvent que ce qu'on croit. Et il ne faut pas du tout négliger ce côté humain. On y reviendra certainement avec Jérôme. Alors, je ne vais pas trop m'étaler. Donc là, je vous ai mis mon site, voilà, qui n'est pas à jour, mais pour vous montrer très rapidement ce que je fais. Donc aujourd'hui, je suis complètement indépendante en commissariat et en critique d'art ou écriture artistique. À côté de ça, je mène des recherches au sein de Paris 1, l'université Paris 1 dont je dépends, dans laquelle je fais une thèse qui porte sur la notion de surprise dans la peinture en France au XVIIIe siècle. Donc, rien à voir avec l'art contemporain. Mon propos était, moi je suis pour une relation, pour une transhistoricité aussi. J'aime mettre en rapport les époques et mon intention au départ était de comprendre d'où venait cette histoire de surprise esthétique, de choc esthétique. Est-ce que ça a toujours été comme ça, de se dire que le fait d'être surpris par une œuvre, ça va donner de la valeur quelque part à cette œuvre? Et ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on considérait comme belle une œuvre qui correspondait aux critères de beau, de composition, de perspective, d'équilibre. À partir du milieu du XVIIIe siècle, à partir du milieu du XVIIIe siècle, commence à émerger une notion qui est celle de l'individu, de la subjectivité, qui se noue vraiment et qui se développe autour de la Révolution française. Et tout d'un coup, la notion de public apparaît. Le public qui n'a peut-être pas les mêmes critères esthétiques que les académiciens, mais qui tout d'un coup vont faire valoir quelque part le fait qu'être surpris par une œuvre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette œuvre. Et voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tout ça naît et comment on va en arriver jusqu'à l'art contemporain à parler de choc, de provocation, de scandale, etc., etc. Donc ça, c'est une partie de ma recherche. L'autre partie,
La seconde partie, c'est vraiment la peinture. Donc moi, j'écris beaucoup sur des peintres. Je participe aussi à voilà, à des colloques, à des publications. Là, par exemple, la première publication qui apparaît, je m'étais amusée à proposer une recherche sur plusieurs toiles blanches de l'histoire de l'art. Donc, Rauschenberg, Opalka, Reimann, Manzoni, qui sont des toiles toutes blanches. Des toiles toutes blanches. Et je voulais montrer dans ce texte, dans cette recherche, comment elles n'avaient absolument rien à voir entre elles. Voilà, donc ça, c'est des choses qui m'amusent beaucoup. Je vais passer peut-être au troisième, voilà, juste à mon troisième axe de recherche. À côté de ça, je travaille sur la représentation des artistes roms et tziganes et sur les questions de construction politique de l'identité tzigane. Alors, non, là, ça ne va pas s'ouvrir. Sur les questions... voilà, la question de la construction politique tzigane et rome après la Seconde Guerre mondiale, après le génocide des Roms, et comment, dans l'art contemporain, ces artistes se sont emparés de leur identité et ont noué avec certains axes de leur culture. Voilà, pour faire simple. Là, il y a quelques commissariats que j'ai faits. Par exemple, là, c'est le dernier, qui est un solo show avec un artiste qui s'appelle Mathieu Bonnardet, qui est un artiste qui travaille essentiellement le graphite, la mine graphite, sous toutes ses formes. Donc, Mathieu, il va travailler surtout sur du support papier, mais également, il va travailler la mine graphite, par exemple. Alors, je ne sais pas si je peux dérouler ce truc. La mine graphite, même sur des sculptures. Donc, il va vraiment travailler la mine graphite comme étant un matériau, comme étant presque une touche, une patte, y compris sur les sculptures. Et le propos de cette exposition qui s'appelle Isométrie, donc isométria en grec, ça veut dire la même mesure, c'était de montrer que des pièces en double, de montrer des pièces 2 par 2 et de montrer comment 2 pièces, parce que oui, chaque pièce, en fait, fait la même mesure, donc, et comment 2 pièces qui font la même mesure peuvent entrer en tension. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez une partie de cette structure, une seconde, qui font la même mesure, mais qui ne vont pas du tout avoir un même rapport entre elles et qui ne vont pas avoir un même rapport au spectateur. Voilà. Peut-être, Jérôme, je vais te laisser la parole et pour qu'ensuite on discute de Some of Us et contemporaine, parce que là, je pense que c'est un lien qui est direct entre nous. Et voilà, je t'en prie. Je prends ta place. Oui. Hop. Juste en 2 secondes, donc du coup, ça, je... Ouais, ferme. Hop. Et là, c'est là. C'est bon. Double clic. Ouais. Voilà. Hop. Et là, je le mets là en plein écran. Voilà, je remonte. Voilà. Super. Ouais, je vais parler là, ça va être tout plus simple. Donc voilà, donc on a... Elora a parlé un peu de son expérience. La mienne est finalement assez différente. On a beaucoup de complémentarité sur des points d'arrivée, par exemple. On verra juste après, mais aussi des parcours complètement différents. Moi, j'étais élève aux Beaux-Arts en 94, quelque chose comme ça. C'est pas hier. J'ai commencé aux Beaux-Arts. Voilà, je n'étais pas mauvais élève, ça se passait plutôt bien, mais grossièrement, j'organisais les séminaires, j'organisais les expositions. Voilà. Donc, j'ai eu des profs assez géniaux qui m'ont dit on va peut-être aller en histoire de l'art, ce serait peut-être ta place. Et j'y suis allé. Et la grosse différence qu'il y avait avec l'ensemble des élèves que je voyais en première année avec moi,
C'est que voilà, j'avais été aux Beaux-Arts, j'avais mis la main à la pâte comme tout le monde, on avait déjà vu énormément de choses et j'arrivais déjà avec un background, alors, pas sur l'Antiquité bien sûr, mais en tout cas sur l'art moderne et contemporain qui était vraiment naturellement au-dessus, et puis aussi une connexion entre la théorie et la pratique qui est très problématique dans les études d'histoire de l'art, etc., dans beaucoup de commissariats, dans beaucoup de critiques d'art, etc., où l'aller-retour n'est pas forcément simple si on n'en a pas d'expérience. Il y a voilà, l'expérience du corps, l'expérience de l'implication, l'expérience de cette autodésignation comme une personne acteur d'une partie de la vie qui est celle de l'art, etc., et de la vie même dans son positionnement artistique, etc. C'était quelque chose que j'avais de manière assez particulière. Je m'en suis assez vite aperçu. J'irais encore plus quand j'étais en histoire de l'art, puisque j'étais assez seul dans ce registre-là. Donc du coup, voilà, donc j'ai fait ensuite des études assez classiques avec un mémoire sur Donald Judd, minimalisme, l'art américain, modernisme absolu. Vraiment la quintessence de la pensée occidentale poussée au bout du bout. L'avantage, c'est qu'après, il faut surtout passer ailleurs. Mais voilà, ça nous apprend aussi, voilà, ça fait partie de l'expérience et des choses qu'on traverse. Et voilà, un début de doctorat et assez vite, j'ai enseigné à la fois à l'université, à Tours, avec des personnes comme Éric de Chassé, Pascal Rousseau, Pierre Vatte, certains peut-être connaissent. Et ensuite, assez vite, prof d'histoire de l'art aux Beaux-Arts d'Annecy, à l'époque où on remontait une petite école qui en ce moment est plutôt pas mal. Voilà. Et ensuite, j'ai pris la direction d'un premier centre d'art qui était le Fort du Bruissin à Lyon. On est à peu près dans les années 2009-2010, en faisant une partie de la Biennale de Lyon en 2010 avec Wan Roux. Et puis ensuite, je suis allé au Transpalette, qui est un lieu un peu particulier puisque c'est une friche culturelle avec tout un tas d'associations, dont principalement celle motrice qui s'appelle Emetrop et qui est une des associations les plus engagées depuis 40 ans sur les questions queer, sur les monstres, sur tout ce qui est de cette culture. Voilà. Et donc, du coup, c'était un sacré pari d'arriver avec aussi un background qui était finalement une culture artistique beaucoup plus classique, ou en tout cas beaucoup moins inscrite de ce côté-là, mais d'aller travailler dans ce type de registre et aussi d'apprendre beaucoup. Donc voilà. Et à partir de 2012, on a refait l'ensemble du Transpalette. Moi, j'ai repris ma vie de commissaire indépendant. Et depuis, voilà, je fabrique exclusivement des expositions. Je fais très peu d'expositions. Je fais essentiellement des gros projets, au sens des projets à souvent développés sur 2, 3, 4 ans. Et je travaille aussi pas mal avec les artistes sur des commandes publiques. Parce que pour moi, une commande publique, c'est pas juste essayer de mettre un gros machin au milieu d'un espace public ou d'un collège, etc. Mais l'idée est de le pratiquer au même titre que n'importe quelle exposition que le fait, avec la même exigence. Et c'est un lieu qui est éminemment politique et qui doit être investi avec le plus de sérieux possible. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc j'ai une pratique exposition, voilà. Et puis depuis quelques temps, une pratique éditoriale, on en parlera tout à l'heure, voilà, qui est aussi un espèce de gros pavé sur 4-5 ans de travail, voilà, mais on en parlera tout à l'heure. Donc là, par exemple, on voit une exposition qui était la dernière que j'ai faite en 2019, juste avant le Covid,
qui s'appelait Some of Us. C'était au nord de Hambourg, dans un lieu qui fait 22 000 mètres carrés, c'est grand comme le palais de Tokyo, en un seul hangar. Donc, on peut garer des avions dedans. Et c'était le pavillon français. L'invitation était assez simple, faire une présentation des artistes français. Voilà, 20 artistes, donc aucun intérêt. Et donc, j'ai répondu par la seule chose que je pouvais, c'était d'essayer de se dire comment faire un vrai panorama. Soit c'est un panorama où on essaie de montrer un peu tout le monde, avec toujours l'impossibilité, mais en essayant de le faire quand même. Et après, la question, c'est voilà, un panorama, oui, mais qui, quoi, comment. Et pour moi, quand on fait une exposition, on porte une responsabilité. Chaque élément que l'on fait, ce n'est pas juste une exposition pour gagner de l'argent, pour pouvoir avoir une notoriété. Ou voilà, ça doit être un acte qui essaie de marquer un peu les choses. Et j'avais dans mes listes des sommes de projets avortés avec des copines. Et en me disant, mais c'est pas possible en fait. Voilà, c'est-à-dire que je faisais des listes d'artistes qui étaient aussi la même génération que moi, c'est-à-dire dans les 20 dernières années. Et il y avait tellement de projets avec ces artistes femmes qui n'avaient jamais pu se faire. Et on me suis dit, voilà, allons-y, faisons une anthologie des artistes françaises. Au moins, c'est quelque chose qui va pouvoir commencer à donner de la visibilité et en le faisant le plus large possible. Alors, bien sûr, c'est impossible. Il faut l'avoir dès le départ dans la tête et en même temps se rapprocher du plus de diversité, d'aller voir au-delà de ses goûts. Ce qui n'est pas quelque chose de facile pour une personne qui est commissaire, d'aller au-delà de ses goûts et d'aller compiler des choses, d'aller rechercher et demander à tout le monde, tous ceux qui ont d'autres pratiques, voilà, des listes et essayer de faire ça. Donc là, il y avait 171 artistes sur 3000 mètres carrés, 250 pièces. Voilà, c'était assez énorme et il y a eu 100 000 spectateurs, ce qui est l'équivalent d'une des très grosses expositions de Beaubourg, grosso modo. Donc, ça a plutôt bien marché. Et l'exposition était organisée entre des zones quasiment de solo. Donc, on a par exemple au milieu Elsa et Johanna, et qui sont des plasticiennes photographes, et des zones vraiment comme un mur. Alors là, on l'a pas on voit pas très bien, mais deux énormes grands murs qui étaient un accrochage très 19e en 3-4 niveaux et qui faisait une sorte de fresque historique de la fin des années 90, et hop, on repassait de l'autre côté du mur jusqu'aux plus jeunes, et qui faisait comme ça une bande, et il n'y a que les œuvres qui exprimaient cette chronologie. Voilà, donc il y a plein de modalités comme ça d'accrochage qui sont très différentes, des choses qui sont dissimulées dans les coins. Voilà, donc on a vraiment plein de typologies, voilà, des choses sur des petits kiosques, etc. Enfin, voilà, c'est des pièces accrochées les unes sur les autres, Laetitia Bado sur un Cornaro, etc. Enfin, voilà, beaucoup de jeux et de façon à essayer de dynamiser cette liste qui était tellement large et des œuvres qui étaient tellement hétérogènes, mais volontaires. C'était la volonté d'avoir cette hétérogénéité, parce que clairement, il n'y a pas d'unicité dans le travail des artistes femmes. Il n'y a que des individus qui travaillent, et chacune avec ses préoccupations, etc. Et cette diversité, je voulais la montrer de manière absolue. C'était un des plus gros engagements pour moi, c'était de montrer la diversité et pas de camper ces artistes femmes dans un essentialisme, dans une typologie de pratiques qui souvent les renferment à des pratiques du corps, etc., qui est éminemment important, mais qui n'est pas seul. Et donc, du coup, je voulais avoir ce panorama pour aussi faire une sorte de démonstration, un peu en force, un peu en bulldozer,
de cette question-là et qui, pour moi, m'apportait vraiment, était vraiment la chose de base. Voilà, donc ça, c'est la dernière actualité et on verra tout à l'heure. Maintenant, on est sur le catalogue de ça. Voilà. Et après, dans les expositions, donc je pratique par exemple des commandes publiques, par exemple avec Dominique Blé dans un lycée à Nantes, où on a pris le parti de de répondre à cette commande en faisant une expo qui est une rétrospective de son travail d'un peu plus de 10 dernières années. Et donc, du coup, on a 5 œuvres qui sont 5 nouvelles œuvres qui sont toutes originales, mais qui chacune est une sorte de concentré d'un compartiment de son travail. Donc, c'est une rétrospective qui n'en est pas une. C'est une vraie monographie. Les œuvres sont toutes originales et elles vont jouer comme lui, il joue beaucoup dans les interstices. Par exemple, là, on a un mur qui est une oscillation et qui est en fait une chambre de Schröder. On avait au départ un mur d'isolant qui faisait juste l'isolation acoustique de la pièce. Et donc, nous, on a fait sauter le projet d'isolant et on l'a remplacé par des chambres de Schröder qui, de manière passive, régulent le son du hall d'entrée, de façon à enlever des aigus, etc. Et ça se régule. L'ensemble du projet s'appelle ERED parce qu'en fait, on a une petite rivière qui passe juste en dessous du lycée, qui va se jeter dans une autre, qui arrive et qui va jusqu'à la Loire et qui est vraiment fondamentale dans la construction de la ville, de sa topographie, de sa relation à Nantes, etc. Et donc, du coup, c'est l'ondulation de la rivière qu'on a repris et qui régule le son de cette pièce. Voilà, toutes les pièces sont de ce type-là. Il y a des typographies qui sont utilisées par l'école. Il y a des images qui font tous les fonds d'écran et qui arrivent, etc., qui sont des reportages photographiques. Voilà, on a des choses dans tous les interstices du bâtiment. Voilà. Et sinon, je travaille aussi beaucoup, comme avec Nicolas Floch au FRAC de Bretagne, à des monographies où voilà, les artistes qui ont à peu près, que j'ai suivi depuis un moment, que je connais bien. Voilà, je me retrouve à faire les premières grosses monographies. Voilà, là, c'en est un des derniers gros exemples aussi. Donc ça, voilà. Donc ça, à chaque fois, c'est plutôt des projets. Une commande publique, c'est souvent 3 ans de travail. Des monographies aussi, pareil. Et Some of Us, là, je suis à première occurrence 2 ans de travail. Et puis là, je rajoute avec le catalogue 4 ans aussi. Voilà. Et voilà, quelques images aussi de choses que j'ai fait au Transpalette, d'expositions avec Joris Van de Mortel. Voilà, j'aime beaucoup quand même. J'ai une assez grosse facilité avec les grandes installations. Une pièce de Katia Camelli, que Bérénice connaît très bien, et surtout cette pièce, voilà, qui était Seven Act of Love, et qui était une série de vidéos suspendues dans l'espace du Transpalette, qui est un espace très particulier à gérer, puisque il est comme un grand loft en hauteur, et donc et tous les niveaux se voient les uns avec les autres, donc tout est en coursive, donc c'est un peu compliqué. Et là, on avait juste une pièce idéalement capable d'intégrer ça. Donc voilà, donc j'ai une pratique qui est quasiment proche du site spécifique, mais en tant que commissaire. Voilà, ou des choses comme au Fort du Bruissin, où Joris Van de Mortel, par exemple, avait muré l'intégralité de muré l'intégralité du fort. Donc ça, c'était le centre d'art. Et on avait, je ne sais plus, comme 154 fenêtres, je ne me rappelle plus, ça a plus de 10 ans, mais et il avait muré l'intégralité des portes et fenêtres avec des briques qui étaient signées, qui étaient fabriquées par les Van de Mortel, qui étaient les nobles de son village. Et lui, il était Van de Mortel avec les petits V, le petit M, de ceux qui fabriquaient les maisons en briques. Et famille qui se détestait assez, etc. Et quelques décennies plus tard, lui devient artiste. Le fils des Van de Mortel qui fabrique les briques devient collectionneur et on fait un deal.
on lui donne un dessin, il nous donne un camion de briques. Et enfin, il nous le fait livrer directement. Et toute la famille arrive et on mure l'intégralité du fort. On avait prévu une énorme expo, on vire toute l'expo. Et il n'y a que ça, et il n'y a que la porte d'entrée. Et comme tout est en souterrain, et à la fin du souterrain, la porte de sortie. Un peu compliqué en termes de normes de sécurité, mais je crois que les pompiers nous ont oubliés ce jour-là. Mais voilà, donc voilà, j'ai ce type de pratique en termes de commissariat. J'aime les projets plutôt engagés dans ce sens. Voilà, après, il y aurait plein de choses, mais voilà. Et est-ce que ça passe trop vite quand je fais ça? Ouais. Donc voilà, mais bon, je passe, que sinon on va y passer des heures. Voilà. Mais après, on va peut-être parler de deux projets. Alors là, il est carrément explosé, je ne sais pas pourquoi. J'enlève le plein écran, échappe. Voilà, là c'est bon. Ouais, je vais l'agrandir. Ouais, mais sinon, ça enlève le côté. Mais bon, on va y arriver. Et après, on a deux projets qui, voilà, on a chacun on a des itinéraires assez différents. Moi, j'ai aussi un itinéraire vraiment très institutionnel, puisque j'étais directeur de centre d'art, je suis président de l'Association française des commissaires d'exposition. Par cette présidence, je représente l'association auprès du CIPAC, qui est l'association de tous les acteurs de l'art contemporain. Donc, on trouve tous les réseaux territoriaux. Quand il y aura un pôle ici, il sera aussi là-bas, je l'espère. Il faudra. Et voilà, de façon à ce que toutes les voix de l'art contemporain puissent être. Voilà, on a les médiateurs, on a les restaurateurs d'œuvres d'art. Il y a toutes les associations sont représentées au CIPAC. Et voilà, donc je suis vice-président. Donc j'ai vraiment une logique aussi très institutionnelle de travail, de la structuration du milieu, etc. Pour moi, c'est essentiel. On doit, de manière collaborative, essayer de porter toutes ces voix pour que le ministère nous entende et que les causes soient au plus possible portées. Donc voilà. Et dans ce cadre-là, dans les choses aussi cooport, du coup, on a quelque chose qui est en commun. Donc, pour moi, le projet Some of Us, donc d'anthologie des artistes françaises. Pour toi et Laura, le projet Contemporaine, où on est chacun des membres assez impliqués, voilà, et auquel on essaie aussi de partager toutes ces expériences. Donc peut-être que, Laura, tu peux peut-être commencer par présenter Contemporaine, comme ça. Est-ce que tu peux mettre juste le PDF? Ok. Alors, c'est pas le site, c'est le PDF. Et c'est juste. C'est le site. Voilà. Oui, alors, bon, je suis passée peut-être un petit peu vite, mais je fais également partie de 3 associations. La première association, c'est Commissaire Exposition Associés, dont le président est à ma droite, Monsieur le Président. La deuxième, c'est l'AICA, qui est l'Association internationale des critiques d'art. Ces 2 associations sont vraiment, en France, les associations de référence pour la professionnalisation des critiques et des commissaires. La troisième, dont je fais partie, c'est une association qui s'appelle Contemporaine, qui a été créée en 2019 par Sonia Yé et Anne Bourassé, et qui est une association qui lutte contre les inégalités de genre dans l'art contemporain. Inégalités de genre, donc, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des artistes femmes, artistes non-binaires et artistes transgenres pour essayer de pallier quelques inégalités. Oui.
Contemporaine. Alors, c'est écrit juste en haut, contemporaine. Donc, voilà, contemporaine. Et donc, on va essayer de lutter contre ces inégalités. L'intention est simple, l'application l'est peut-être un petit peu moins. Donc, alors, je ne sais pas si ça marche. Ah ouais, parfait. Ah ouais. Non, rapproche-moi, je pense que ce sera mieux. Donc, à Contemporaine, on a un programme de mentorat, de marrainage, d'ateliers pour toutes les artistes françaises. Donc, moi, je vous lance une énorme perche que je vous invite à attraper. Vous êtes les bienvenus à vous rapprocher de nous, à regarder le site, à regarder nos programmes de mentorat, de marrainage et d'ateliers, dont beaucoup sont disponibles par visio en Zoom. Je reviendrai rapidement sur ce programme. Alors là, c'est pour vous donner quelques chiffres de l'état des choses. Donc, 64%, le chiffre a augmenté. On est plutôt autour de 70% aujourd'hui d'étudiantes en école d'art. Pour avoir à l'arrivée environ entre 25 et 30% de femmes exposées dans le milieu institutionnel, dans les FRAC et les musées. Voilà. Alors, les chiffres se réduisent un petit peu. Ils sont toujours assez glaçants. On sent qu'il y a une prise de conscience institutionnelle, mais surtout collective, associative, alternative. Et il y a vraiment une démarche générale qui est en train de se faire. Et donc, on sent que les choses sont en train de bouger lentement. Mais c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à nous rejoindre aussi, parce que c'est un travail collectif. C'est un travail de sororité également, de collaboration. Et c'est important de le faire à plusieurs. Mince. Voilà. Alors, donc nous sommes toutes et tous bénévoles, parce qu'il n'y a pas que des femmes dans l'association. Nous sommes vraiment pour un féminisme intersectionnel et interdisciplinaire, c'est-à-dire que nous incluons pas nous incluons, et c'est la raison pour laquelle nous incluons également des non-binaires et des transgenres. Pour nous, c'est extrêmement important. Donc, notre action, très succinctement, on fait des vidéos, on fait des articles, on écrit des textes, on visibilise des artistes, on fait des événements, des partenariats avec différents types de structures, d'associations. Nous, on est basé à Marseille et à Paris. Donc, on a 2 pôles de coordination, Marseille-Paris. Et il pourrait bien évidemment y en avoir d'autres. Donc ça, nous cherchons toujours, et nous sommes toujours ouvertes aux quelconques relais qui voudraient nous rejoindre à nouveau. Nous avons donc un programme d'ateliers et de mentorat. Donc, notre programme de mentorat, c'est les ateliers d'abord. Nous faisons des ateliers juridiques, tout simplement. C'est quoi rédiger une facture? C'est quoi le droit d'auteur? Comment ça fonctionne? Voilà, quand vente, la TVA, le truc, le machin. C'est hyper pratique. Voilà, nous ne faisons que des ateliers hyper pratiques. On va, par exemple, inviter des professionnels qui vont nous parler des résidences, de comment faire un dossier de candidature pour une résidence. Quelle résidence est la mieux adaptée au travail de l'artiste? On va inviter, donc au-delà du droit, on va inviter une collectionneuse, une galeriste. Voilà, plusieurs acteurs, actrices du monde de l'art qui vont vraiment en petits groupes. Nos ateliers sont toujours entre 10 et 15 personnes. Étudier aussi le cas par cas, essayer de comprendre comment certaines choses peuvent, certaines clés peuvent être acquises par les artistes femmes pour ne pas subir cette exclusion, pour en tout cas essayer de pallier ces inégalités de genre. Et notre plus gros programme de mentorat, c'est un programme de marrainage. Donc, nous en faisons tous les ans. Le programme de l'appel à candidature vient d'être clos
il y a quelques jours. Encore une fois, vous pouvez y participer, vous pouvez candidater, c'est-à-dire que nous mettons en contact, il y a 8 marrainés et 8 marraines qui sont mises en contact. Les marrainés sont des jeunes artistes, jeunes au sens de carrière, c'est-à-dire que ce sont des artistes qui sortent de l'école d'art, il faut être diplômé déjà, et qui sont accompagnés par des artistes plutôt en milieu de carrière, enfin, qui ont déjà un parcours assez conséquent, qui sont déjà en relation avec les institutions, avec des collectionneurs, avec des galeristes, et donc qui vont travailler ensemble sur plusieurs mois, qui vont aborder certains points de travail. C'est vraiment une collaboration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une position hiérarchique de la marraine vis-à-vis de la marrainée. Les deux travaillent ensemble, les deux s'apportent des choses. Et jusque-là, ce programme a été une vraie réussite. Et voilà. Et donc, il va continuer. Et je vous invite à suivre cette actualité. Quand on a su avec Jérôme qu'on participait tous les deux au comité, c'est vrai qu'on a fait un lien direct entre le projet de Jérôme, Some of Us, et Contemporaine. C'est toujours bien, voilà, de savoir que d'autres personnes travaillent sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et Jérôme, peut-être que tu veux revenir rapidement sur certains points de Some of Us qui pourraient faire écho. Oui, parce que en fait, le projet Some of Us a débuté sur une exposition. Je ne sais pas, on va voir. A débuté sur une exposition, mais l'idée assez vite, ça a été de devenir une vraie plateforme curatoriale, à la fois en mettant en place un catalogue. L'idée, ce n'était pas de faire un catalogue de l'exposition, mais de tout de suite être un catalogue qui soit un peu l'exposition impossible, c'est-à-dire d'essayer de faire dans un livre ce qu'on arrivera de toute façon à pas accumuler dans une exposition. Les 171 artistes déjà de l'exposition ont été faits sur une énergie totalement folle, mais le constat était que c'était quasiment humainement pas refaisable, et tant par l'énergie que le prix de ce que ça, voilà, et qu'aussi ça avait aussi des défauts, et que voilà, et que peut-être le catalogue pouvait pallier et être un peu cette exposition idéale. Et une chose que j'ai oubliée, parce que je parle de moi, mais on est dans un projet collectif, et Some of Us, comme Contemporaine, est un projet collectif. On a un binôme avec Marianne Desriens, qui est commissaire des expos, critique d'art, historienne de l'art, et qui fait le projet, ou je fais le projet avec elle, ou elle fait le projet avec moi, je ne sais pas du tout, mais depuis le début. Et ce projet de catalogue, on a commencé à avoir d'autres collaborations, etc., un comité éditorial, on verra juste après. Et donc, du coup, l'idée, c'est que tout ça n'existe que parce qu'il y a un travail depuis des années d'un certain nombre d'acteurs, d'actrices, et que rien ne peut se faire sans la mutualisation de l'ensemble de ces énergies-là. Donc, la collaboration est par principe nécessaire. Il ne peut pas y avoir un seul point de vue sur ce genre de projet. Donc, juste en reprenant rapidement, et donc du coup, on est parti de l'exposition, on a mis en place un comité éditorial qui est bien sûr été pour moi à 50% masculin et féminin. La question féministe et cette implication pour nous est éminemment quelque chose de partagé. Chacun apprend de toute cette relation et toute cette mise en place. Donc voilà, avec des personnes qui... Merci. A priori, les piles ne sont pas bonnes, mais avec des personnes qui ont des parcours différents, qui appartiennent à certaines institutions aussi, comme par exemple Aware, qui travaille principalement sur les archives au XXe siècle des artistes femmes. Et l'idée de ce catalogue, c'était de créer les premières archives du XXIe siècle. Donc, de commencer à archiver le présent. Donc, d'être vraiment dans un travail d'archéologie, d'histoire de l'art sur notre époque contemporaine. On ne peut pas commencer à penser si on n'en a pas de mémoire, si les choses n'existent plus, si elles ne sont pas là. Et déjà,
créer les archives, c'est la première base. Donc, on n'avait pas d'archives, on crée les archives. Après, on pourra faire d'autres choses. D'autres personnes feront encore d'autres choses. Et donc, c'était vraiment l'idée de poser la première pierre de ce travail. Et du coup, à partir des archives, de constituer une sorte de liste idéale, on a réussi à, sur l'ensemble des régions, l'ensemble des régions de France où on avait en 2000 telle petite association d'artistes qui a fait une série d'expositions, etc. Donc, on a recompilé l'ensemble des archives de toutes ces associations, des centres d'art, des FRAC, l'ensemble des archives disponibles sur le net, comme dans Vidéo Muséum pour toutes les grandes collections, etc., de façon à constituer une liste idéale d'à peu près 2000 artistes, qui est notre base de travail. Et pour les 20 dernières années, 2000 artistes sur 20 ans, c'est quand même déjà pas mal. Et constituer des biographies de chacune. Et ensuite, le comité de sélection a essayé de sélectionner 450 artistes. Alors bien sûr, il a fallu faire des choix. Et de façon à essayer, en ayant cette énorme base au départ, de pouvoir voir la diversité, de pouvoir montrer aussi des choses qui sont peut-être pas... voilà, il y a des artistes qui n'ont pas été sélectionnés, mais en tout cas, il y a les typologies de travail sont représentées dans le catalogue et ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de diversité dans les choses montrées. Et le catalogue est uniquement en images, parce qu'il montre que des œuvres. C'est une anthologie. Une anthologie ne fait qu'une compilation d'œuvres. Donc, on n'a que des œuvres représentées dans les moments d'exposition. Et donc, on a à la fois une histoire des lieux, une histoire des commissariats et une histoire des œuvres. Donc, le catalogue, quand on va le voir, on va commencer à l'envers. On va faire une histoire de 2021 jusqu'à 2000. Et on va voir toutes les œuvres apparaître au fur et à mesure de leur moment d'apparition pour la première fois. Et donc voilà, c'est une accumulation avec... Il faut que je réappuie dessus. Voilà. Donc, et avec une mise en page qui est assez complexe pour avoir un maximum de belles vues et aussi un choix qui soit avec des petites images, des moyennes images, des grandes images, des choses qui marchent ensemble, des choses qui sont complètement en opposition. Et du coup, on a 1500 œuvres qui sont représentées dans un catalogue de 519 pages qui font cette première archéologie. Voilà. Et ensuite, le projet normalement de la plateforme curatoriale, c'est aussi, dans un deuxième temps, là, on devrait sortir ce catalogue pour l'automne prochain. Là, les choses sont en train de se finaliser sur les images. Et l'idée après, ça va être beaucoup plus de s'orienter à travers des interviews, donc beaucoup plus sur une côté texte, à l'inverse, en complément, pour pouvoir essayer d'accumuler de la parole, de faire de l'archive à travers la parole, à travers des entretiens sur justement voilà, qu'est-ce qui s'est passé, comment la guerre s'est passée, quels sont les gens qui ont été clés, et de vraiment continuer cette archive, mais là, à l'inverse, côté parole, etc. Donc, après, on essaie par les réseaux, de visibiliser le maximum d'artistes, etc. On est encore un peu en début sur ces questions-là. Je crois que Contemporain est quand même beaucoup plus fort que nous, et c'est très bien. Et donc, du coup, tout ça se complémente. Et on essaie au maximum de trouver des liens pour que chacun puisse enrichir l'autre. Voilà, mais il y a tout un tas d'autres associations, il faudrait qu'on arrive à les lister, mais qui travaillent dans ce sens. Et voilà, mais c'est quelque chose qui est quand même assez neuf, qui a moins de 10 ans. Pour toutes, mais voilà, mais qui est en train de se constituer, sur lequel vous pouvez aussi, vous, activer des choses, intervenir voilà, au fur et à mesure des possibilités, etc. Voilà. Je ne sais pas si on rajoute des choses ou si on commence un peu la discussion. On va peut-être commencer un peu la discussion. Et ouais, Laïla. Vas-y. Ouais. Il faut le micro, ouais. Mais il ne marche pas celui-là. Je ne sais pas s'il y a des piles. Si.
Et je rebondis direct pour poser la question, la représentation, la représentativité dans vos deux plateformes des artistes françaises d'outre-mer et notamment d'ici La Réunion. Alors pour La Réunion, spécifiquement, elle était dans le comité, c'est Julie Crène qui nous a fait un listing de fou. Voilà, de l'ensemble des repérages qu'elle fait depuis un certain nombre d'années. D'autres personnes du territoire nous avaient déjà passé des listings, etc., qu'on avait croisés parce qu'on a passé notre temps, par exemple, à questionner tous les autres commissaires qu'on connaissait, de façon à avoir de l'information. Et sur tous les sujets, on a essayé comme ça, de proche en proche. Moi, une des choses aussi, mes meilleurs dealers de liste sont les artistes. Avec les expositions collectives, c'est toujours, voilà, ils ont quand même souvent une connaissance du milieu qui est plus grande que nous. Et moi, je sais que je m'appuie beaucoup là-dessus. Et donc, du coup, voilà, tous ceux qu'on connaissait, on les a interrogés pour savoir. Voilà, mais c'est vrai sur La Réunion, c'est vrai sur la Martinique, c'est la Guadeloupe, etc. Et après, il y a aussi sur des spécialités, voilà, il y a énormément de sujets comme ça qui sont bien sûr pas assez visibilisés. Et donc, du coup, nous, l'idée de tout de suite élargir avec un comité éditorial, mais aussi tout un tas de correspondants qu'on interroge, c'était de pallier au mieux possible, parce qu'on est quand même que 2 personnes à porter le projet et de manière totalement bénévole, il faut le dire. Donc, pour l'instant, j'attends encore les moyens de l'argent qui va nous rémunérer. Mais puisqu'il n'y en a toujours pas assez pour le projet, et c'est quand même celui qui passe avant tout. Sans le projet, il n'y a rien. Donc voilà, c'est une partie de la réponse. Je ne pense pas qu'on soit parfait. Je pense que aussi le fait de venir ici me permettra d'avoir plus, de connaître d'autres acteurs que je pourrais encore interroger, peut-être par faire. J'ai déjà vu des manques. Et qu'on va essayer de pallier dans la mesure du possible. Voilà, c'est toujours des outils qui sont, entre guillemets, imparfaits. Mais on a essayé, en tout cas au maximum, de trouver des possibilités de pallier ça. Mais on n'est pas parfait. Je vais répondre très rapidement en ce qui concerne Contemporaine. Donc nous, on est une association assez jeune et notre but déjà, dès le commencement, c'était d'établir un contact physique avec les artistes, d'être présente sur les territoires. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, la plupart des artistes qui font partie des programmes de marrainage et de mentorat sont autour des régions parisiennes et marseillaises. Moi, la perche que j'ai tendue tout à l'heure, ce n'était pas pour rien. C'est-à-dire que nous, on communique via les réseaux, on appelle en fait à la participation de toutes les artistes, mais les réseaux, ça fonctionne aussi par définition par réseau, par bulle. Et en fait, le fait de se déplacer, c'est ça aussi qui permet d'avoir de nouvelles artistes et de nouveaux participants dans le projet. Ouais. Nous, on a vraiment une diversité. Enfin, voilà, moi, je vous invite à regarder aussi les artistes qui sont déjà représentés par Contemporaine. On a une vraie diversité de profils culturels, identitaires et de profils, de parcours professionnels. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle on tient. C'est-à-dire de ne pas tomber dans l'écueil qu'on combat d'une essentialisation de la femme artiste. Donc, ça se fait à plusieurs. Ça ne se fait pas à 3, ça ne se fait pas à 4. On est déjà 30 dans l'association. On a soutenu déjà plusieurs centaines d'artistes femmes. Mais plus c'est grand et plus cette représentation, elle est égale et elle est juste. Voilà. Ouais, bien sûr. Ça marche pas juste. Ouais.
Je rebondis juste parce qu'il y a un programme ici qui est coordonné entre autres par Marie Montfort. Oui, Ouais. oui. Ah ouais. Évidemment, bien sûr. Mais ça, nous sommes tout à fait preneuses d'une collaboration avec la semeuse. Voilà, tout à l'heure, on visitait le FRAC et on a discuté avec une jeune femme qui fait partie de l'association Roqueer. Voilà, tout de suite, moi, je suis bondée dessus comme ça en disant, il va falloir qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on tisse quelque chose, il faut qu'on discute, qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à connaître nos actions et que de fil en aiguille, on voit s'il n'y a pas des petites choses à construire ensemble. Donc, ouais, c'est une remarque très pertinente et précieuse. Alors, peut-être que dans le temps qui nous reste, on aimerait aborder de manière peut-être un peu plus concrète, donc cette histoire de relation artiste-commissaire. On va peut-être partir de questions s'il y en a. Est-ce que déjà, comme ça, si on vous dit, ben voilà, un artiste, une artiste qui travaille avec une commissaire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà des interrogations à ce stade-là? Qu'est-ce qu'un commissaire? Ou est-ce qu'on se lance comme ça avec Jérôme? On se lance? Allez, on se lance. Alors, comme vous le voyez, Jérôme et moi, on a des profils très différents. On fait donc des expositions très différentes. Il va y avoir des expositions qui sont des commandes. Moi, par exemple, je travaille surtout par commande, c'est-à-dire que ce sont des associations, des collectifs d'artistes, des galeries qui vont venir me chercher et me dire « Est-ce que tu peux faire une exposition pour moi ?» Et donc, moi, je vais m'adapter aux critères de cet interlocuteur ou interlocutrice et je vais choisir des artistes et voilà, tout ça dans une étroite collaboration. Jérôme, arrête-moi si je me trompe, va être plus à l'initiative du projet et va aller chercher des fonds pour pouvoir développer et mener à bien le projet qui cherche à mettre au jour. Donc, plutôt dans des lieux institutionnels, effectivement, avec plus d'installations, etc., et en convoquant d'autres réseaux. Nous, alors on a discuté un petit peu avec Jérôme avant de venir ici. Nous aimerions peut-être attirer votre attention sur un point qui est qu'une relation entre un artiste, une artiste et une commissaire n'est pas une relation de demande ou de service. C'est une collaboration. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas une personne qui est... Et il ne doit pas y en avoir, il n'y a pas une personne qui est au-dessus de l'autre et il n'y a pas une personne qui va servir l'autre plus que voilà, l'inverse. Il y a une réciprocité. De manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà, en fait, quand on cherche en tant qu'artiste à se rapprocher d'un ou d'une commissaire d'exposition, ça doit se faire sentir dès le départ. C'est très fréquent pour nous de recevoir des mails d'artistes. Moi, j'en reçois régulièrement qui me disent, voilà, je sens que vous pouvez m'aider, je sens que voilà, si mon travail vous intéresse, moi, j'aimerais beaucoup faire partie d'une de vos expositions. Alors, sur le papier, vous allez me dire, mais où est le problème? Où est le problème d'écrire un mail comme ça? Le problème, c'est que on est dans une situation de demande. En tant que jeune commissaire, parce que je suis une jeune commissaire, je construis aussi ma carrière et je dois aussi gagner des sous, comme les artistes. Et donc,
comment dire, je vais être dans une attitude professionnelle où je vais développer des choses, aller chercher des fonds, aller trouver des soutiens. Quand j'écris un texte, je suis rémunérée pour ça. Et je ne suis peut-être pas tout le temps la personne la plus à même d'aider les artistes. Par contre, d'aider, dans le sens, c'est pas moi qui vais nécessairement faire décoller la carrière d'un artiste. Par contre, on va collaborer ensemble. On va penser les choses ensemble. Un texte, par exemple, un texte critique, pour moi, est en étroite relation avec une pratique curatoriale, une pratique de commissariat. Parfois, il y a des choses qui se passent dans l'écriture d'un texte, quand par exemple, j'écris un texte sur un artiste ou une artiste, il y a des choses qui se passent dans la carrière de l'artiste qui sont parfois plus fortes que lors d'une exposition, lors d'un groupe show où l'artiste est noyé parmi 30 autres artistes. Parce que dans cette relation, en tout cas dans les échanges que je souhaite mener avec les artistes, il va y avoir une collaboration, une relation de long terme. Il va y avoir une maïeutique. Maïeutique, vous savez, c'est cet accouchement. Voilà. Et ça se fait à deux. En fait, c'est pas moi qui vais plaquer sur le travail de l'artiste un savoir, des connaissances, mon regard. C'est moi qui vais discuter avec l'artiste et l'artiste qui va discuter avec moi. Et ensemble, il va sortir quelque chose. L'artiste m'apprend autant que peut-être le texte apprend à l'artiste. Cette réciprocité, elle est vraiment importante. Moi, je suis beaucoup plus sensible personnellement à un artiste ou une artiste qui me contacte en disant ah voilà, je sais pas, j'ai lu 2 de vos textes. Moi, je sais pas, je fais ça, je fais de la céramie, je fais de la peinture, et j'aimerais bien qu'on discute, tout simplement. J'aimerais bien qu'on discute toutes les deux, tous les deux, qu'on parle de choses, déjà qu'on apprenne à se connaître. Ne négligez pas l'aspect humain des relations. Apprenez à connaître les gens parce qu'en fait, c'est dans ces relations-là que le plus de choses vont se passer aussi professionnellement. Peut-être que, Jérôme, je vais te laisser rebondir dessus. Moi, je rebondirais de manière assez simple et aussi sur une modalité, enfin, je ne vais pas redire ce que tu as dit, mais de manière même plus institutionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, à CEA, on a mis depuis 10 ans à un vrai statut du commissaire, parce qu'avant, il n'y en avait pas du tout. Et depuis 2 ans, on est auteur à l'intérieur de la grande catégorie des artistes-auteurs, où il y a les plasticiens, où il y a les écrivains, où il y a les dramaturges, où il y a les chefs-op, etc., etc. Tous les auteurs. Et donc, du coup, alors là, de manière vraiment institutionnelle et dure, c'est-à-dire que c'est dans le droit français, on est définitivement tous au même niveau. Et on est tous dans une obligation presque légale d'être dans une collaboration et de définir cette collaboration. Et ça veut dire que maintenant, par exemple, quand un commissaire intervient avec vous sur un travail, il y a quelque chose qui est plus ou moins co-signé. Mais en même temps, le commissaire, il ne fait pas les œuvres. Donc, il n'a pas. Voilà. Donc, il faut définir cette collaboration. Et cette collaboration, c'est dans la relation humaine, c'est dans la manière de discuter, de voir comment on peut chacun faire avancer les choses. Et donc, du coup, vraiment penser tout le temps. Alors, bien sûr, il y aura toujours des personnes qui sont dans des relations de domination. Il y aura, voilà, mais ça arrive du côté des artistes. Mais ça arrive aussi beaucoup du côté des commissaires, des institutionnels, etc. On ne changera pas aujourd'hui la société, mais on essaie en tout cas. Et donc déjà de débuter dans une bonne relation, c'est-à-dire de considérer l'autre comme un interlocuteur, comme une personne avec qui on va dialoguer, apprendre, voilà, juste avoir une relation. Eh bien, on va déjà débuter la société du futur. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment important d'être dans cette relation-là. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de mails et que tous ceux qui sont plus dans juste, voilà, ou même des fois réagir par mail sur un texte qu'on a écrit et dire « Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord. Hein. » Juste ça. Et des fois, on a une série de mails, de correspondances,
comme ça, et puis voilà, ça s'arrête, et puis des fois, voilà, on recroise la personne dans une exposition, et d'un seul coup, voilà, ça peut être 10 ans après, ça peut être 5 ans, ça peut être 6 mois, je sais pas, ça, c'est la vie, mais en même temps, c'est aussi simple que ça. Et juste être dans cet état d'esprit-là, je pense que c'est à la fois une relation, sinon on se met dans une situation d'attente qui est horrible, on se met dans une position qui est celle du dominé, etc. Nous, c'était une des choses dans la préparation, on se disait, mais vraiment, il faut on arrive à faire passer ce petit message qui est simple, qui est un état d'esprit aussi, et qui est pour le bien de toutes. Et donc, du coup, voilà, c'était dans les petits messages, mais voilà, mais qui est vraiment extrêmement important. Je ne sais pas si ça vous fait réagir ou si vous avez des questions par rapport à ça. Il y avait une question dans le fond de la salle. Ouais. Le micro arrive, je dis ça pour les personnes en Zoom, comme ça ils ont le backstage. Je crois qu'il y a encore des gens en Zoom. C'était une question, mais justement, elle va peut-être être maladroitement posée, parce que je ne sais pas forcément comment Peu m'exprimer importe. par rapport à ça. Et c'est justement, je me posais des questions par rapport au repérage. Où est-ce que vous alliez, justement, enfin, parce que vous parlez de mails, de choses comme ça, mais est-ce que vous passez par d'autres moyens, notamment avec des établissements sociaux, hospitaliers ou des choses comme ça, est-ce que ça peut être une idée aussi enfin, après, je suis personne pour vous proposer des choses ou quoi, ou même imposer. Mais parfois, c'est intéressant de passer par ce genre d'établissement où il y a des enfants ou même des préadolescents ou même des adultes qui proposent des choses et qui sont justement dans cette recherche d'aide et de solutions pour l'avenir. Notamment, enfin, je développe un peu plus, mais ma mère travaillait dans un centre hospitalier à Plaisir, donc c'était à côté de Versailles, c'est pas loin de cette zone-là. Et donc en fait, il y avait des enfants qui cherchaient justement à se libérer de cette espèce de carcan dans lequel ils étaient, c'est-à-dire de pauvreté, d'incapacité à pouvoir suivre un cursus scolaire normal, etc. Et qui avait justement trouvé des moyens pour pallier à ça. Et souvent, c'était en tout cas, quand j'ai fait les ateliers, c'était souvent justement des filles pour relier à contemporaine, etc. Et qui en fait trouvaient d'autres moyens que justement l'apprentissage qui était trop scolaire et pas du tout adapté pour des enfants comme ça, et qui faisaient juste des dessins, des choses, mais enfin après je parle de ressenti personnel, etc. Mais c'était des choses qui dégageaient un truc très très fort. Et voilà, c'était aussi pour savoir comment vous faisiez vos repérages et comment est-ce que vous choisissiez vos... Alors là vous évoquez un cadre qui est très spécifique. Dans le grand milieu qu'est l'art, il y a des sous-milieux et des sous-groupes. Et en fait, il y a plein de milieux, voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir, je ne sais pas, le milieu de l'art vidéo. Voilà, il y a des collectionneurs d'art vidéo. Il y a des gens qui n'écrivent que sur de l'art vidéo. Vous allez avoir, voilà, dans cette grande famille de l'art contemporain, parfois des groupes un petit peu entre deux. Là, le groupe que vous évoquez, c'est le groupe de l'art outsider, ce qu'on appelle art outsider ou brut ou naïf. Voilà, en fonction des... voilà, c'est très compliqué. Les dénominations sont pas bonnes, qui souvent désignent des personnes autodidactes. Alors, c'est un gros fourre-tout. On va mettre des gens qui ont une pratique artistique qui peuvent être des enfants, des personnes autodidactes, des personnes qui sont passées par l'asile, qui sont passées par un milieu hospitalier, etc. etc. Il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui représentent aussi ces artistes. Vous avez par exemple à Paris la galerie Christian Berst, la Maison Rouge que j'évoquais, la Fondation Antoine de Galbert, dans laquelle j'ai été, a été le lieu de référence pour ces artistes-là. Il y a encore la Halle Saint-Pierre, il y a une revue qui s'appelle Hey, voilà, qui travaille avec des artistes. Donc, il y a des petits liens, il y a des petites choses qui se font.
Moi, j'ai l'impression, peut-être que Jérôme aura une autre vision, mais moi, j'ai l'impression que depuis quelques années, ces frontières un peu nulles, on va le dire, entre art contemporain, art outsider, on ne sait pas trop, art truc, elles sont un petit peu en train de tomber. Et un petit peu. De la même manière qu'on va faire plus dialoguer les époques, qu'on va trouver un peu les époques et les territoires, art extra-occidentaux, art machin. Hop, tout ça, ça commence un petit peu à dialoguer un peu plus. On commence à ouvrir cette discussion et j'ai l'impression, en tout cas, de manière sporadique, c'est bien sûr pas une généralité, mais que certains lieux prennent conscience de la nécessité de ce dialogue et qu'il y a des choses qui se passent. Alors, c'est sûr que dans l'exemple que tu cites, c'est sûr qu'on est de manière globale assez faible dans la capacité à aller voir tous ces lieux, etc., indépendants, pour plein de raisons. Déjà, le milieu de l'art contemporain et le repérage est totalement hallucinant à faire. Il y a d'un côté les commissaires indépendants qui n'ont pas de salaire. Ils sont payés à la tâche, en gros. Et donc, du coup, on ne peut pas se démultiplier. Donc ça, c'est une des raisons. Après, il y a eu aussi une concentration des regards, c'est-à-dire que voilà, pendant longtemps, il y avait une hyper-occidentalisation du regard. Ça commence à être déconstruit, mais pareil, quelles sont les typologies des artistes et où l'art est aussi possible de se passer, etc. C'est quelque chose il y a plein de petites initiatives. Il y a Orange Rouge depuis 20 ans, dans le 93, avec les enfants, etc., qu'on fait des projets exemplaires avec en partenariat avec des artistes importants, avec des commissaires hyper importants, etc., qu'on réussit vraiment à bouger les choses là-dessus. Il y a en Seine-Saint-Denis, alors c'est vrai qu'il y a aussi, il faut que les collectivités s'en emparent. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a, avec la collection de 93, il y a un programme de commissariat fait par des collégiens avec comme assistants des commissaires professionnels, mais qui sont assistants du commissariat collectif des collégiens. Et ils vont emprunter des heures, ils montent une exposition et le font de manière professionnelle. Et vraiment, les projets sont assez étonnants. Ça, par exemple, ça a 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Il y a ça aussi à La Réunion, à Marseille. Voilà. Donc, il y a plein de petites initiatives comme ça, mais elles sont plein de petites. Voilà. Et donc, du coup, souvent, pour nous, c'est très difficile d'aller les repérer. Alors, il y a des endroits comme 3 bis F qui ont un travail auprès des handicapés mentaux. Ils sont au sein d'un hôpital psychiatrique. Ils sont centre d'art labellisés depuis 30 ans. Même presque plus, je crois. Et voilà, donc il y a quand même des choses, mais c'est vrai que souvent, c'est comment trouver le point de visibilité qui permet que nous, on puisse venir. Alors, des fois, dans l'interrelationnel, bien sûr, que voilà, il suffit qu'à un moment, il y ait un intervenant artiste avec qui on a travaillé, on entend parler. Voilà. Moi, je suis intervenu dans des prisons comme ça, parce qu'il y avait eu un tel artiste qui venait, etc., et donc, du coup, j'ai été monter des expositions, mais c'est vrai que souvent, c'est trop personnalisé et maintenant, il faut essayer de le structurer. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je crois dans la structuration institutionnelle parce qu'il y a un moment, il faut bien qu'on visibilise, qu'on organise les choses, etc. et que du coup, on puisse faire venir du monde pour valoriser aussi des choses, des expériences qui sont super. Donc, voilà. Et après, la question plus générale de quelle manière on prospecte. Alors, on va avoir dit, pour moi, il y a plusieurs logiques qui est par rapport à ce que l'on fait au final. Par exemple, moi, je suis assez mauvais dans la prospection vraiment ultra basique. C'est-à-dire, j'ai une partenaire sur le projet, Marianne Derrien, qui est exactement à l'inverse, qui va faire énormément de visites d'ateliers, qui sait le faire, qui sait avoir cette attention. Moi, j'en fais, mais j'ai besoin d'avoir un projet et de savoir où on va.
Voilà. Et donc, si j'ai pas ça, c'est quelque chose qui me gêne dans le relationnel. J'ai l'impression d'être trop général. Donc, par exemple, moi, je fais peu ça. Par contre, je compile toutes les expositions collectives de tous les lieux, etc. Je vais voir les expositions. Et donc, du coup, ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup de jeunes artistes aussi, mais je vais le faire d'une autre manière. Et après, je vais travailler de mon côté et puis essayer d'avoir les PDF des travaux, de repérer des choses, etc. Et puis après, solliciter la personne au moment où je sais que je vais pouvoir peut-être débuter voilà, un projet. Je marche au projet, donc j'ai un peu de mal avant. Mais après, c'est des configurations différentes. Toi, tu es un peu comme Marianne, où tu vois quand même beaucoup de gens juste… Moi, je fais des marathons d'ateliers parfois, c'est-à-dire que c'est des journées où on voit 10 artistes, 10 ateliers. Alors, parfois, il faut prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir vraiment tisser cette relation, mais dans des ateliers collectifs, voilà, on va aller grappiller, puis on va revenir. Moi, j'aime bien, parce que déjà, je trouve que c'est physique. Après, je me prends un temps d'écriture, un temps de réflexion. Parfois, il y a un atelier, ça ne nous dit pas grand-chose et on y revient. Et parfois, on se dit, ah ouais, mais là, il y avait quelque chose, mais là, je vais faire une exposition sur tel sujet, telle thématique. Mais oui, je me rappelle cet artiste et on sait où chercher. Et aussi, alors ce dont je parlais à Jérôme tout à l'heure, aussi parce qu'il y a, en fait, parfois des artistes qui sont, par exemple, il y a des artistes qui sont très mauvais en communication. Voilà. Et des artistes, ils n'ont pas des jolis comptes Instagram et des jolis sites et des jolis je ne sais pas quoi. Par contre, ils ont un travail extraordinaire. Et si ça, on ne le voit pas, on a un peu tout perdu. Parce que ça veut dire qu'on fait des expositions Instagram et ça veut dire qu'on va chercher les artistes parce que un tel l'a exposé, parce qu'il a un super CV, parce que le compte claque. À l'inverse, moi, j'ai déjà vu des artistes, effectivement, dont la communication était incroyable, c'était hyper léché, c'était hyper sexy, machin. Après, quand on voit le travail, on se dit, ah, c'est ça. Bon, ça fait un peu peur. Mais voilà, donc il y a un équilibre à trouver. Effectivement, il y a des typologies, il y a des manières de faire qui sont très différentes. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être, sur laquelle on pourrait rebondir? Leïla. Je regarde s'il y a des étudiants et étudiantes qui ont des questions, parce que moi, j'en ai plein. Mais… ok, donc je me lance. Plusieurs questions. Est-ce qu'on a besoin d'un ou d'une commissaire ou critique d'art quand on est artiste pour montrer son travail et le diffuser? C'est une question, je la pose un peu exprès. Pour réincarner ici sur notre territoire des critiques d'art et des commissaires d'exposition. Il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Alors peut-être que proportionnellement à la géographie de notre territoire, au nombre d'artistes, finalement c'est équilibré, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a peu d'indépendants d'institutions, par exemple, ou de lieux. Du coup, il existe peut-être de plus en plus, je ne sais pas trop, mais la casquette d'artiste commissaire, artiste critique d'art, moins, mais artiste commissaire. Et puis, Jérôme, justement, je rebondis sur ce que tu disais au tout début de ton intervention. Il me semble que tes premières expériences d'organisation d'exposition, c'était au sein même de l'école d'art quand tu étais étudiant. Et Laura, tu disais que c'était des pratiques qu'il ne fallait pas attendre, mais dont il fallait s'emparer. Donc voilà, je vous demande peut-être un peu des partages d'expériences là-dessus qui pourront peut-être intéresser les étudiants et étudiantes, comment s'emparer de ces pratiques dès l'école d'art et en tant qu'artiste. Ouais. Et je vais peut-être commencer sur c'est artiste commissaire. En fait, par exemple, artiste commissaire, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il existe une pratique du commissariat d'auteur. Et cet auteur, c'est tout auteur. Donc, ça inclut les artistes, ça inclut les historiens d'art, ça inclut les critiques d'art, ça inclut toute personne qui est en capacité ou qui pense l'être, en tout cas, ou qui souhaite, en tout cas, aller dans ce sens-là, d'être un interlocuteur qui est c'est le premier spectateur, en gros.
et qui va avoir une espèce de vision à la fois en rentrant dans le travail et à la fois un peu une vision extérieure. Donc, à partir de ce moment-là, le commissaire, par exemple, à l'ASSO, je milite depuis longtemps pour faire rentrer des artistes. Je milite pour avoir le plus de diversité de pratiques parce que pour moi, ce n'est pas un métier, c'est une pratique. Et donc, du coup, on peut la faire de n'importe quel lieu. Donc, par exemple, quand j'entends artiste commissaire, ça me fait généralement bondir parce que c'est une tautologie. Ils sont déjà dedans. Et d'ailleurs, ceux qui ont inventé le commissariat, c'est majoritairement des artistes. Et aussi des critiques. Il y a cette double provenance qui viennent de nature, de groupes, de travail différents, etc. Mais généralement, l'auto-organisation des artistes avec les guildes, etc., faisait qu'en fait, l'organisation était faite par la guilde des artistes et qui s'auto-organisait et se dispatchait le travail à faire. Et le fait d'avoir une commissaire, c'est tout simplement une personne avec qui on dialogue. De ne pas être tout seul, de penser et d'un moment que sa pensée, voilà, elle aille vers les autres. Et ouais, je pense qu'on peut juste penser au premier. Voilà, c'est le premier public. Voilà. Donc, j'aurais une réponse, voilà, du coup, assez simple dans ce sens-là. Et il y avait une deuxième question. Ah. Et peut-être qu'on va conclure puisque je vois que c'est l'heure du bus, en fait. Ah, c'est l'heure du bus. Donc, voilà. Comment s'emparer de ces pratiques dès l'école d'art en tant qu'artiste? Comment s'emparer de ces pratiques dont vous parlez là? Ça, c'est quand même intéressant. Ouais. Donc, l'idée, c'était comment s'en emparer dès l'école. Souvent, c'est assez simple. C'est de monter des projets communs et d'assumer, d'essayer de faire des expériences, des fois dehors, d'accrochage, des fois à l'intérieur de l'institution, ici, avec, je sais pas, il y a toujours des moments, la nuit des musées, il y a un moment, telle possibilité de collaboration avec le FRAC ou tout un tas d'associations. Je ne connais pas assez le tissu réunionnais pour pouvoir m'engager là-dessus, mais en tout cas, il y a toujours des petites possibilités et des fois, on vient juste accrocher un petit truc et puis des fois, on se dit peut-être que collectivement, on pourrait avoir un peu plus d'ambition et essayer de faire un projet qui commence à avoir de la cohérence, etc. Juste déjà penser comme ça, c'est déjà un acte de commissariat, c'est-à-dire d'organisation de l'idée, d'organisation des œuvres. Et il peut être signé collectivement parce que souvent, ça se passe aussi comme ça. Et il peut y avoir une des personnes qui prend le lead parce qu'il y a quelque chose, voilà, qui est que la personne sait plus faire que les autres. Voilà. Enfin, ça, c'est la presse et la vie des groupes, qui est toujours très compliqué. Mais c'est voilà, s'en emparer, c'est juste déjà faire ensemble des choses et d'essayer de leur donner un sens dans le collectif et pas juste d'être un amoncellement. L'amoncellement, c'est pas du commissariat. L'idée du commissariat, c'est déjà d'organiser autour d'un projet et de le mettre en forme comme ça. Voilà. Après, les choses, elles peuvent se complexifier, mais c'est aussi simple que ça. Je me permets, Jérôme, d'intervenir dans mon rôle de directeur des études. Claire, il y a des temps pédagogiques qui sont dédiés à cela, qui sont les bilans, et c'est vrai qu'ils sont assez individualisés et qu'on demande à ce qu'ils soient collectivisés d'une certaine façon. Donc, je vous invite à raisonner lors des prochains bilans et avoir une réflexion collective. Alors, on le fait un peu, je le sais, sur comment on agence la salle, mais pas suffisamment. Et je pense que les points de suivi collectif aussi pourraient être envisagés. Ça me semble être une très bonne idée. S'il y a un lieu où ça peut se développer dans la pédagogie ici, ce sont bien ces temps collectifs. Et Pierre-Louis. Et les restitutions de workshops, bien sûr. Oui, merci, Pierre-Louis. L'initiative étudiante de projet de commissariat sera la bienvenue au sein de l'école ou extérieur. On accompagne
Et tu as évoqué, Jérôme, les flux, vous allez avoir cette pratique-là, on vous accompagnera en dehors des temps directs. Je crois qu'il y a une question, et juste avant, Oui. je rappellerai juste la chose. En France, on dit commissariat, mais le vrai terme qui devrait être employé tout le temps, c'est curator. Et c'est juste un moment de sortir de soi et de prendre soin de l'autre. Donc c'est bête. Curateur. Ça vient de care, Cura. de cura, care en anglais. Et donc du coup, c'est le soin. C'est juste de sortir de sa petite condition et d'avoir de l'attention aux autres. Et à partir de ce moment-là, les choses commencent. Justement, c'est la relation dont on vous indiquait tout à l'heure. Donc déjà, l'acte curatorial premier dans une école, c'est de temps en temps d'avoir des moments où on a quelques égards aux autres et que du coup, des projets peuvent émerger. Oui, enfin, j'aimerais qu'on discute de la réalité du métier, c'est-à-dire toutes comment dire, les tâches qu'on doit faire en tant que commissaire, c'est-à-dire gestion de budget, où trouver le lieu, comment trouver le lieu, la scénographie, le choix des artistes, le thème, les textes, ce qui viennent avant, après, pendant, les projets d'édition, catalogue d'exposition, etc. Enfin, pour que les étudiants sachent, enfin, voient un peu tout ce que ça engage en fait comme mission. Voilà, juste faire petite parenthèse là-dessus en fait, pour vraiment qu'on sache quelle est la réalité du métier et tout ce que ça engage en fait. Déjà, je tiens à dire qu'il y a des critiques qui ne sont pas commissaires et des commissaires qui ne sont pas critiques. Donc, le rapport du texte au commissariat n'est pas toujours évident. Moi, par exemple, je suis avant tout autrice, avant d'être commissaire. Pour dire les choses concrètement, je gagne aussi plus d'argent en écrivant des textes qu'en faisant des commissariats qui, effectivement, vu l'implication sur la longue durée, l'implication juste physique, quotidienne, est peut-être moins intéressante économiquement parfois que des textes qui vont être commandés, plusieurs textes tous les mois. Un commissariat, quand on est dedans, on ferme les écoutilles et il n'y a rien d'autre. Enfin, peut-être que des gens sont capables de le faire. Moi, je suis incapable. Quand je fais un commissariat, il n'y a rien d'autre. Je ne peux pas écrire un texte à côté. J'en rêve, j'en fais des cauchemars, je le vis, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai un système, en ce qui concerne le commissariat, j'ai une pratique qui est un petit peu spécifique. Pour l'instant, je fonctionne surtout sur commande, c'est ce que je disais. Alors en fonction du lieu, parfois je vais avoir un budget pour, là par exemple, mon prochain commissariat, j'ai un budget pour une scénographie. Donc, j'ai un budget pour faire travailler des scénographes sur le projet, un budget éclairagiste. Ouais, en fait, parfois, on n'a pas toujours un budget pour juste avoir un bel éclairage et donc, on va bidouiller un petit peu. J'ai une assistante, je ne possède pas ces gens. On travaille ensemble, voilà. Pas encore. Non, on travaille ensemble et c'est vraiment une collaboration. Et dans d'autres commissariats, j'arrive, il y a 0 budget, c'est débrouille-toi avec 3 bouts de ficelle ou va chercher les sous pour qu'on ait une super installation, machin. Là, par exemple, je ne sais pas très rapidement, mais pardon, excusez-moi, c'est pas très joli. Là, par exemple, ça, c'était une association, donc un collectif d'artistes qui s'appelle le Houloc, qui est à Aubervilliers. Là, les pièces étaient déjà sur place parce que c'est le lieu de travail des artistes. Donc moi, je piochais dans ce qui se passait. Je travaillais, je les accompagnais sur la réflexion et sur la thématique et sur comment on allait pouvoir penser la chose ensemble, le texte, la communication, voilà. Ça, par exemple, tout est sur place et le collectif m'accompagne. Là, par exemple, cette installation, on l'a faite pour le lieu. C'est-à-dire que ça ne se voit pas, mais c'est une installation assez énorme d'une artiste qui s'appelle Juliette Minchin, qui est venue travailler avec 3 personnes, 3 assistantes qui l'ont aidée à... C'est de la cire fondue, en fait. Donc, elles ont préparé la cire sur place pour les déposer sur ces structures
et donc créer ces sortes de structures absolument incroyables. Là, par exemple, c'est une association qui travaille sur les liens entre l'art contemporain et le vivant. C'était dans un hôtel particulier. Bon, il ne lui plaît pas, celui-là. Voilà, en fait, il va y avoir à chaque fois, en fonction des lieux, des impératifs, des budgets différents. Voilà. Pour ce qui est d'aller chercher les fonds, Jérôme sera beaucoup plus spécialiste que moi. Il a beaucoup plus d'expérience que moi en la matière. Je ne sais pas si c'était la question en fait à laquelle j'ai Oui, en répondu. gros, Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. Après, c'est plus pour les étudiants que pour. Mais c'est vrai qu'il y a des types de commissariats. Je connais quelques personnes qui ont vraiment des commissariats qui sont, comment dire, en tout cas pour les collectives, vraiment à faire une prospection énorme, assez incroyable. Et avec quasiment, voilà, en gros, ils arrivent dans le lieu où ils travaillent ou avec qui ils collaborent. Ils donnent la liste, grossièrement les pièces et la structure se débrouille. Et la personne revient quasiment que pendant le montage, etc. Enfin, je prends un peu l'extrême, mais voilà, il y a cette qualité de prospection, etc. Et dans ce cas-là, voilà, il y a au moins intérêt. D'autres vont complètement à l'inverse être très producteurs, c'est-à-dire prendre un projet, définir un projet, trouver les artistes, définir toutes les pièces, etc. Trouver l'argent de tout, etc. Trouver les lieux, et voilà. Mais ça, c'est un temps de fou. Et moi, par exemple, je suis plutôt de cette typologie-là. Je monte les œuvres, je souhaite et je désire rester monteur de mes expositions, au sens vraiment de monteur, etc. Parce que tout se passe dans tous les compartiments pour moi. Et c'est là où on parfait un projet. Mais voilà, du coup, on pond un projet tous les 3 ans. Et il faut financer 3 ans de vie. Donc voilà, donc c'est particulier. On va avoir des personnes qui vont vraiment assumer tout. Voilà. Et après, le commissariat, est-ce que c'est une personne indépendante? Est-ce qu'il y a une structure derrière, vraiment? Et tout ça va définir tout un tas de choses différentes. Voilà, mais toute la liste que tu as énoncée et toute la liste possible. Et c'est hyper important. Alors nous, on est en train de justement à CEA là, de travailler sur le contrat qui, je l'espère, sortira vers janvier-février, un contrat type de commissaire d'exposition et une liste de recommandations tarifaires qui ne soit pas juste un forfait, mais qui prennent exactement par le petit bout de la la lorgnette, comme on dit chez moi, additionnés les uns avec les autres. C'est-à-dire, voilà, on fait deux conférences pédagogiques, on fait 3 entretiens pour machin. Voilà, chaque chose a un petit prix et on a une espèce de grand défilé de toutes les options possibles, de tout ce qu'on peut faire ou pas faire. Parce que des fois, on a des institutions qui sont hyper compétentes et on arrive, tout roule. Voilà, on a juste à donner les grandes lignes. Et les choses avancent et voilà, le scénographe, on le voit une fois ou deux, et puis on est d'accord pour les grandes institutions, etc. Voilà, si on travaille au McVal, quand même, il y a des équipes assez fabuleuses sur tous les registres. Et il suffit d'avoir 1 ou 2 rendez-vous avec chacune, et après, ça roule les mails, voilà, et on n'a pas besoin de porter le projet non-stop. Donc, du coup, voilà, on va avoir une grille comme ça, comme par exemple, elle l'a fait Astre, qui est le réseau du Limousin pour les artistes, avec comme ça un élément déroulé avec tout un tas de curseurs, etc., et de démultiplicateurs qui permet au fur et à mesure de donner le prix qui serait le prix idéal pour que la personne qui est artiste pour Astre, par exemple, ou le commissaire, voilà, gagne normalement sa vie, etc. Nous, on s'est basé sur une grille qui dit il semblerait qu'on devrait pouvoir gagner le salaire médian des Français quand on a à peu près tous entre bac+5 et bac+9 ou 10, etc. Et qu'on est très impliqué, etc. Je pense que les 1 972 € net n'est pas une demande extraordinaire. Et
et que tout a été basé sur qu'est-ce qu'on peut faire, quelle quantité de travail on peut faire dans l'année. Parce que bien sûr qu'on ne peut pas faire plus de jours qu'il n'en existe. Et donc, du coup, voilà, en faisant cette chose-là, on a réussi à déterminer, on est encore en cours de discussion, un prix à chaque chose. Voilà. Donc ça nous permettra de qualifier le truc et aussi de savoir, de montrer quels sont les cadeaux. Mais c'est pareil pour les artistes, hein, ça permet de dire, ben voilà, normalement pour telle expo, avec toutes les prestations, vous devriez me payer 7 000 €, mais il n'y a que 1 500 €. Donc nous sommes d'accord, ouais, mais nous sommes d'accord voilà, que je ferai toutes ces prestations-là avec un discount, c'est-à-dire un cadeau que je vous fais parce que je veux faire cette exposition. Mais c'est totalement autre de savoir mutuellement quel est le cadeau et quelles sont les choses qu'on veut faire et pas faire. Il y a des artistes qui peuvent dire, mais moi, au montage, je viens, j'amène les pièces, mais je ne vais pas monter les murs. Hein. Je passe pas le pinceau. D'autres, non, mais c'est bien, on le fait ensemble, c'est cool. Et on va passer des moments ensemble. On n'a jamais le temps de passer une semaine ensemble, c'est super. Allez, voilà, c'est le moment où le soir, on va aussi parler de plein d'autres choses, monter d'autres projets. Et donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, décide ce qu'il veut. Mais l'essentiel, c'est de se dire. Et ces référentiels permettent de poser les choses, de montrer à quel point, ben voilà, il faudrait, mais on n'y arrive pas. Voilà. Mais il y a aussi des institutions qui savent payer plus que ce référentiel. Et donc, du coup, voilà, ça permet en tout cas une discussion et une clarté dans la discussion et des cadeaux mutuels qu'on peut faire et qui montrent aussi, voilà, si on fait un cadeau de 6 000 € sur une exposition, c'est qu'on montre notre désir avéré de le faire. Donc, et ce n'est pas que des mots. Voilà. Donc, ça sert à ça et je pense qu'il faut passer par ce type de pratique et ce type de définition des tâches. Et quand on les désigne tous ensemble, il y a l'argent, mais il y a aussi tout simplement, voilà, il y a des commissaires qui sont extrêmement doués en communication. Ils sont quasiment des hommes sandwich de l'art sur Instagram. Je trouve que je me moque un peu. Et je me moque parce que je suis l'inverse. Je suis un no man's land de réseaux sociaux. Mais voilà, chacun a ses compétences et ses qualités et il faut les désigner, savoir se les répartir. Et que finalement, dans la boucle, voilà, toutes les choses à faire soient faites. Donc quand on se les dit, et ben, voilà, on pallie à ça, on trouve d'autres gens, d'autres assistants, etc. Et au final, on arrive à faire un projet jusqu'au bout, voilà, en ayant toutes les catégories de travail à faire. Mais la liste, en fait, on la connaît tous. C'est pas si extraordinaire. Le problème, c'est de réussir à tout faire pour faire bien un projet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou on vous libère. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci.